question. Ok. Très bien. Bon, bonjour à tous. On se présente peut-être. Oui. Sonia Tarrant, donc, de la Chambre d'agriculture. Et Anna Patonchon de la DDTM des Landes. Donc, au sommaire aujourd'hui, on va commencer par des définitions, notamment avec la définition d'agriculteur actif. À l'issue de ce premier point, vous allez avoir un moment de questions-réponses. On enchaînera ensuite avec la conditionnalité, puis toujours un moment de questions-réponses. En troisième point, on abordera le premier pilier, donc notamment avec les DPB, le paiement redistributif, l'éco-régime, le paiement JA et les aides couplées, toujours suivi d'un moment de questions-réponses. Ensuite, on attaquera le second pilier avec les aides à l'agriculture biologique, les MEEC et l'assurance récolte, toujours suivi d'un moment de questions-réponses. Et on finira par un point de la mise en place du 3STR. À noter que les questions se posent uniquement sur le chat. Donc, normalement, vous pouvez accéder via la petite bulle que vous devez avoir sur votre écran parce que les micros et les caméras sont coupés. Donc, c'est seulement par écrit que les questions peuvent être posées et donc, du coup, on y répondra autant que possible pendant les moments dédiés. Voilà, donc on va commencer. Donc, on attaque avec les définitions. Donc, agriculteur actif. Donc, pour les personnes physiques, est considéré agriculteur actif une personne qui est assurée à la FEXA. Et si vous avez plus de 67 ans, il ne faut pas avoir fait valoir vos droits à la retraite. Pour les personnes morales sous forme sociétaire, il faut qu'au moins un associé respecte la définition d'agriculteur actif. Pour les femmes sociétaires sans associé cotisant à la TEXA, il faut du coup que la société exerce une activité agricole, que tous les dirigeants relèvent du régime de la protection sociale des salariés des professions agricoles, et pareil que précédemment, ne pas avoir fait valoir vos droits à la retraite si vous avez plus de 67 ans, et détenir un pourcentage de part sociale supérieur à 40%. Sont également considérés agriculteurs actifs les personnes morales ne relevant pas d'une forme sociétaire, qui sont par exemple les structures de droit public lorsqu'elles ont une activité agricole, comme les lycées agricoles ou les collectivités, les associations de loi 1901, dont leur statut prévoit toujours une activité agricole, et les fondations d'utilité publique ayant toujours une activité agricole, bien entendu. Donc, à quel moment est regardé ce critère d'agriculteur actif? Pour les aides surface, le caractère actif est vérifié à la date limite de dépôt de la demande, comme aujourd'hui. Pour les aides bovines, à la date de dépôt de la demande, en sachant que dernièrement, peut-être que pour les veaux sous la mer, ça va être modifié. Donc ça reste à confirmer pour les veaux sous la mer. Pour les aides ovines et caprines, c'est au premier jour de la période de détention obligatoire que ce critère est vérifié. Ensuite, pour les définitions de jeune agriculteur et nouvel agriculteur. Donc, un jeune agriculteur est considéré comme tel. Il faut du coup qu'il ait 40 ans maximum à la date de la demande, un diplôme de niveau 4 agricole ou supérieur, ou un diplôme de niveau 3 et une expérience professionnelle agricole d'au moins 24 mois au cours des 3 dernières années, ou une activité agricole d'au moins 40 mois au cours des 5 dernières années. Pour être nouvel agriculteur, il faut avoir un diplôme de niveau 3 supérieur, quelle que soit la spécialité, et une expérience professionnelle dans le secteur agricole d'au moins 24 mois au cours des 3 dernières années. Voilà pour ces petites définitions. On fait juste une pause, oui, pour accepter les derniers arrivants. Et est-ce qu'il y a des questions sur ces définitions d'agriculteur actif? Donc, on vous rappelle, il faut les poser donc via la conversation, hein, en activant la bulle. Vous faites apparaître la conversation en activant cette bulle, et donc vous pouvez saisir votre message là-dedans.
va attendre une petite... Si vous en avez, vous les poserez ultérieurement, on les prendra après. Ah, une question? Nouvel agriculteur est un nouveau statut. Non. Non, c'est pas... Non, c'est pas un statut. ça a toujours existé. C'est notamment pour l'accès à la réserve de DPB. Il y a la possibilité pour les JA et pour les nouvelles agriculteurs de bénéficier de cette réserve. Voilà, c'était nouvelle installée, c'est devenu nouvel agriculteur. La différence principale étant qu'il n'y a pas la condition d'âge par rapport à un jeune agriculteur, et également des différences sur la capacité professionnelle. Ensuite, est-ce qu'un agriculteur considéré non actif peut quand même prétendre aux aides MAEC? Très bonne question, puisque actuellement, la seule info qu'on a, c'est qu'il est possible pour certaines MAEC. On a posé la question pour savoir quelle MAEC était concernée et on attend toujours la réponse. Donc la question a été posée puisqu'on nous l'a également posée, mais aujourd'hui on n'a pas la réponse. Mais il est possible qu'un agriculteur du coup non actif puisse prétendre à certaines MAEC, mais on ne sait pas actuellement lesquelles. Peut-on passer de cotisant solidaire à association loi 1901 pour rester considéré agriculteur actif? Alors, un cotisant solidaire a une cotisation ATEXA. S'il exploite plus de 2/5 de la SMA, c'est-à-dire plus des 3 hectares 60. Donc, c'est une cotisation forfaitaire autour de 65 €. Donc, il est agriculteur actif. Donc, a priori, il n'y a pas besoin Enfin, il faut vérifier que vous avez, en tant que cotisant solidaire, une cotisation ATEXA sur votre relevé MSA. J'en profite pour prendre de nouveaux arrivés. OK. Si vous avez d'autres questions, on les reprendra par la suite. On va enchaîner avec la conditionnalité. Donc, la conditionnalité des aides, ce sont l'ensemble des règlements et des normes qu'il faut respecter pour pouvoir accéder aux aides de la PAC. Aujourd'hui, donc ça, ce sont l'ensemble des fiches qu'il faut respecter. De 2014 à 2022, il y avait une quinzaine de fiches. Donc, la conditionnalité, elle parle de bon temps pour le long des cours d'eau, elle parle de respect de la directive nitrate dans les zones vulnérables, de tout ce qui est santé animale, prophylaxie, etc., tout ce qui est identification des animaux. Également tout ce qui est utilisation des produits phytosanitaires et bien-être animal. La conditionnalité des aides, elle n'est pas regardée a priori pour chaque agriculteur. Ce n'est qu'un échantillon d'agriculteurs qui est par tirage au sort contrôlé chaque année sur un ou plusieurs points de la conditionnalité. S'il y a une non-conformité au titre de la conditionnalité des aides, alors ça entraîne des pénalités sur les aides perçues de 1, 3 jusqu'à 10% en cas de faute intentionnelle. Donc, dans le cadre de la réforme 2023-2027, la conditionnalité va se renforcer. Vont être intégrés au BCAE. Donc, BCAE, ce sont les fiches qui sont sur les bonnes conditions agricoles et environnementales. Hein. Dans les BCAE vont être intégrés les éléments qui constituaient le verdissement actuel. Aujourd'hui, pour toucher l'intégralité des aides PAC, il fallait, au titre du verdissement, avoir des SIE, des surfaces d'intérêt écologique, diversifier son assolement et puis maintenir notamment les prairies permanentes dans un ratio étudié régionalement. Ces éléments du verdissement passent désormais dans la conditionnalité et valent donc pour tout le monde et sont donc devenus une condition de base pour accéder à la PAC. Mais au lieu d'être transcrite exactement comme ce qu'on connaissait jusqu'à présent, il y a eu des changements de formulation et de modalités qui peuvent être impactantes pour nos exploitations landaises. Donc, on va détailler en termes de conditionnalité les changements sur les BCAE. Donc, la première BCAE 1 change et concerne désormais le maintien des prairies permanentes. Il est souhaité pour leur intérêt en termes de biodiversité, pour leur intérêt en termes de stockage de carbone,
que soient maintenues les prairies permanentes, mais ceci à l'échelle régionale. Donc, nous, pour la région Nouvelle-Aquitaine, l'année de référence est en 2018, il y avait 32% de prairies permanentes sur la SAU. Et c'est ce pourcentage qu'il est souhaité de maintenir. Si on avait ce ratio qui baissait de plus de 2%, on rentrerait dans un système d'autorisation. Il faudrait alors demander une autorisation à la DDTM pour retourner de nouvelles prairies. Et si le ratio se dégradait à plus de 5%, il serait alors interdit de retourner de nouvelles prairies et il y aurait même l'obligation d'en réimplanter pour ceux qui en auraient retourné l'année précédente. Concrètement, à l'échelle d'une exploitation, il n'y a aucune contrainte. Si la LAN dans les Landes retourne 10 hectares de prairies, mais que Etcheverry dans le Pays Basque remet 10 hectares de prairies permanentes, le ratio régional, il ne bouge pas. Donc, sur la précédente réforme, nous n'avons pas eu de dégradation du ratio. Et à part s'il y avait un grand mouvement de déprise des prairies ou lié à une perte d'élevage, mais aujourd'hui, on n'a aucune contrainte sur le retournement des prairies permanentes. Ensuite, changement sur les BCAE. La BCAE 4 devient la BCAE donc relative aux bandes tampons. On connaît les bandes tampons le long des cours d'eau classés, ce qu'on appelait les cours d'eau classés BCAE1, ancienne nomenclature. Et donc, ces cours d'eau sont identifiés. Il faut donc être éloigné de 5 mètres de la berge du cours d'eau par une bande enherbée ou par des éléments du paysage de type haies, chemins, etc. Avec des conditions de pas d'utilisation de fertilisation minérale et organique ni de produits phytosanitaires sur cette largeur. La nouveauté concerne une extension de ces bandes tampons à tous les canaux et les fossés cartographiés comme écoulement permanent et qui sont concernés par la réglementation des ZNT. ZNT, zone de non-traitement pour l'usage des produits phytosanitaires. Donc, il a été établi dans les Landes une cartographie de ces fossés et canaux en 2017 qui est disponible sur le site de la DDTM et qui a classé notamment environ 150 km de fossés, en plus des cours d'eau connus, cours d'eau classés. Ils sont essentiellement en Haute-Lande et ce serait donc ceux-là qui seraient concernés par la réglementation des LNT, donc réglementation qui dit qu'il faut s'éloigner selon la nature des produits entre 5, 10, voire 50 mètres. Les cultures peuvent être présentes le long de ces fossés et canaux cartographiés, mais par contre, pas de produits phyto et également pas de fertilisants, mais on n'a pas encore la largeur exacte pour les fertilisants. Le minimum, c'est 1 mètre. Bon, on attend les précisions. Autre changement, la BCAE 6 concerne désormais la couverture minimale des sols. Donc, en zone vulnérable, la couverture des sols est régie par le plan d'action de la directive nitrate à l'échelle nationale et à l'échelle également régionale. Donc, le plan d'action est connu. Vous avez toutes les explications, notamment sur le site de la Chambre d'agriculture. Hors zone vulnérable, et donc c'est là le changement, il est demandé que sur la période du 1er septembre au 30 novembre, il y ait un couvert au moins pendant 6 semaines sur cette période. Le couvert pouvant être la culture en place, un couvert semé, des repousses, du mulch ou des cannes ou chaumes du précédent cultural. Concrètement, pas de sol nu pendant 6 semaines sur cette période du 1er septembre au 30 novembre. Concernant les jachères, il faut qu'elles aient un couvert à minima au 31 mai. Attention cependant, pour que les jachères, on le verra après, soient considérées IAE, le nouveau nom des SIE, il faudra qu'elles soient en place au 1er mars. De même qu'entre l'arrachage et la réimplantation de vignes ou de vergers, il faut implanter un couvert. Le sol nu n'est pas autorisé à la PAC pour que la parcelle reste admissible. Le plus grand changement, alors attendez, je vois qu'il y a des gens qui arrivent.
Le plus grand changement concerne la BCAE 7 et c'est celle-là qui a fait parler le plus d'elle. C'est la transposition de la diversité de l'assolement qui a existé dans le verdissement et qui est devenue rotation des cultures. Donc, on considère là les surfaces mises en culture, c'est-à-dire les terres arables hors jachère et prairies temporaires. Et sur ces surfaces en culture, il va être regardé deux critères. Un critère annuel. Chaque année, au niveau de l'exploitation, il faudra qu'au moins sur 35% de la surface en culture, il y ait soit une culture différente de l'année dernière, de l'année précédente, soit une culture secondaire, c'est-à-dire un couvert hivernal entre les deux mêmes cultures, le maïs dans les Landes par exemple. Et un deuxième critère sera regardé, un critère pluriannuel. Au niveau de chaque parcelle, il sera regardé à l'échelle de 4 années. Donc, à partir de 2025, on remontera jusqu'à 2022. Il sera regardé s'il y a eu au moins 2 cultures différentes sur les 4 ans, parcelle par parcelle, ou qu'il y a eu une culture secondaire entre 2 cultures identiques, le maïs par exemple. Une exemption concerne le maïs semence par rapport à ce critère pluriannuel. On va illustrer ça sur le critère annuel. En 2023, il va être regardé, donc ça c'est ma liste de parcelles, j'ai 4 parcelles, une qui est une succession maïs-maïs, une qui était en blé l'année dernière, maïs en 2023, maïs l'année dernière, tournesol en 2023 et maïs-maïs. Donc il faudra donc que vous ayez votre tableau pour suivre les choses, votre tableau de parcelles et votre historique de culture. Donc, critère annuel sur 35% de ces surfaces, donc on va dire un tiers de mes parcelles, il faudra que soit j'ai une culture principale différente de l'année précédente, c'est le cas sur mes parcelles blé, maïs, maïs, tournesol, soit un couvert entre 2 maïs, c'est le cas sur mes 2 parcelles de maïs. Cette culture secondaire, qui est notre couvert, elle devra être présente à minima du 15 novembre au 15 février. On va dire que c'est la transposition de ce qui était au CASIA et le cahier des charges au CASIA. C'est-à-dire que sur les parcelles en monoculture de maïs, il faut un couvert entre les 2 maïs. Voilà. Maintenant, ça c'est à l'échelle de l'année. Et ensuite, le critère le plus pluriannuel, et c'est celui-là qu'il faut regarder, à mon avis, le plus, il va être regardé sur 4 années glissantes. Donc, ce sont mes mêmes parcelles où j'ai complété l'historique donc jusqu'en 2026. Donc, en 2025, sera regardé 4 années donc de 22, 23, 24, 25. Et on regardera la succession culturale. Ma première parcelle, qui est en monoculture de maïs, dans laquelle il y a des couverts donc de la culture secondaire entre chaque maïs, est conforme au titre de la BCAE 7. Ma deuxième parcelle, où il y avait un blé en 2022 suivi de maïs, même s'il n'y a pas le couvert, comme j'ai 2 cultures différentes sur 4 ans, un blé et un maïs, je n'ai pas à avoir le couvert intermédiaire, c'est conforme. Par contre, sur cette même parcelle, là en 2026, si je continue à faire du maïs et qu'il n'y a pas eu les couverts intermédiaires, là, je ne suis plus conforme au titre de la BCAE 7. Tu m'avais dit que je pouvais faire une option de pointeur. Oui, pointeur laser. Voilà. Voilà. Ensuite, ma troisième parcelle a intégré un tournesol en 2023. Donc, si je regarde mes 4 années, je suis OK parce que j'ai bien 2 cultures différentes sur 4 ans. Et si je translate en 2026, j'ai toujours 2 cultures différentes sur 4 ans. C'est conforme sur toutes mes années pluriannuelles. Ma dernière parcelle, je n'ai pas pu faire ma culture secondaire, mon couvert, cette année-là, entre 23 et 24. Sur cette succession, en 2025, je ne vais pas être conforme parce qu'il me manque ce couvert. Et je risque une sanction au titre de la BCAE 7. Si je veux redevenir conforme l'année d'après, il faut que j'intègre une nouvelle culture, le soja par exemple. Et là, sur les 4 ans, 23, 24, 25, 26, j'ai bien 2 cultures différentes sur 4 ans.
Une précision, donc le critère sera regardé en 2025. Et donc en 2025, on regardera notamment s'il y avait la présence de la culture secondaire de ce couvert entre 2022 et 2023. Comme les agriculteurs n'avaient pas connaissance de cette réglementation, il sera considéré que de fait ce couvert était présent pour que la succession soit conforme. Une vigilance par rapport à la reprise de parcelles. Il va falloir, lorsque vous prenez de nouvelles parcelles par location ou par achat, récupérer les informations sur la succession culturelle parce qu'il faudra pouvoir vérifier quel est cet historique et si vous êtes conforme à cette BCAE 7. Je prendrai les questions après. Par rapport à la BCAE 7, il y a des exemptions, c'est-à-dire que les exploitations 100% AB ne sont pas soumises à la BCAE 7. Également celles qui ont moins de 10 hectares de terres arables, quelle que soit la surface totale de l'exploitation. Donc, si j'ai 9 hectares de grandes cultures et 50 hectares de prairies, je ne serai pas soumis. Et également toutes les exploitations qui ont plus de 75% d'herbe, quelle que soit la forme d'herbe, prairie permanente, temporaire, légumineuse ou jachère. Dernière une autre BCAE, la BCAE 8 qui concerne les éléments favorables à la biodiversité. On connaissait les SIE, les surfaces d'intérêt écologique. Donc maintenant, ce sont les IAE, les infrastructures agroécologiques. C'est la même chose en couleur, sauf que les coefficients ont un peu changé. Donc ça, sur les terres arables. Donc on ne considère que les terres arables. Il faudra avoir 4% d'éléments favorables à la biodiversité. Dans ces 4%, je peux compter les jachères, les haies, les bancs tampons, bordures de champs, les fossés, les arbres. Et parmi arbres, j'entends arbres, bosquets, alignements d'arbres, arbres isolés. Donc 4% d'éléments qu'on appelle non productifs. Si je n'arrive pas à avoir ces 4%, je peux rajouter et considérer des dérobés et des fixatrices d'azote à la condition qu'il n'y ait pas d'utilisation de produits phytosanitaires. Et je peux en rajouter donc pour atteindre 7%. Donc parmi les 7%, il me faudra à minima 3% d'éléments non productifs, donc mes fameuses jachères et bancs tampons, et 4% de dérobés et cultures fixatrices d'azote. Mais le 3%, c'est un minimum pour atteindre les 7%. Sur les dérobés, nous n'avons pas encore les précisions ni sur la liste des cultures qui seront acceptées, mais a priori, il faut partir sur les conditions qui existaient aujourd'hui, c'est-à-dire les conditions qui avaient été établies au niveau départemental, un mélange de 2 espèces qui doit être implanté au 1er octobre. Ce n'est pas encore écrit, mais on part sur cette hypothèse. J'ai entendu qu'il y a encore des gens qui arrivent. On va accepter. Ah oui. OK. Concernant les exemptions liées à la BCAE 8, sont exemptées les exploitations qui ont plus de 75% d'herbe, quelle que soit la forme d'herbe, les exploitations qui ont moins de 10 hectares de terres arables. Attention, les exploitations bio sont soumises à la BCAE 8. C'est la grande différence par rapport à la réforme précédente. Les exploitations bio n'étaient pas soumises au SIE. Elles le sont désormais au IAE au titre de la BCAE 8. Il faudra donc les identifier dans la télédéclaration PAC. Dans le cadre de cette BCAE 8, il y a également des éléments sur le maintien des éléments topographiques. Un certain nombre de haies, de bosquets et de mares ont été identifiés. Il ne faut pas les détruire et il y a des conditions sur la taille des arbres qui est désormais interdite du 16 mars au 15 août contre du 1er avril au 31 juillet jusqu'à présent. Je vous ai raconté tout ça sur les BCAE 7 et 8, sauf qu'il y a une dérogation cette année liée au contexte de la guerre en Ukraine. Donc, concernant la BCAE 7, sur le critère annuel, les 35% observés sur les 35% de terres arables, il ne sera pas regardé en 2023 du fait de contexte ukrainien. En revanche, le critère pluriannuel sera regardé en 2025 en intégrant l'année 2023. Donc,
Je réinsiste, sur les parcelles en monoculture de maïs, on ne fait pas l'impasse sur le couvert dit culture secondaire, c'est couvert chaque année entre 2 maïs. Pour la BCAE 8, il sera possible de valoriser les jachères par une culture ou par de la fauche ou de la pâture, et elles resteront considérées comme jachères au titre de la BCAE 8. Attention, je ne peux pas retourner des jachères et les conserver comme jachères pour faire du maïs ou du soja. Donc concrètement, si elles n'ont pas été mises en culture d'hiver, j'ai la seule possibilité de les mettre en tournesol et elles compteront comme jachères au titre de la BCAE 8. Mais comme culture, plus tard, au titre de l'éco-régime. Là, j'ai senti un flottement. La dernière élément sur la conditionnalité, c'est l'intégration dans la conditionnalité de tous les éléments liés au salariat, donc tout ce qui est contrat de travail, sécurité et santé des travailleurs, formation des salariés, détention d'un DUER, un document unique d'évaluation des risques. Si vous avez des salariés, vous êtes déjà dans l'obligation de les détenir. C'est contrôlé par l'inspection du travail. Mais désormais, s'il y a une non-conformité à ce titre, cela aura des impacts sur les aides PAC. Il y aura une grille de sanctions qui s'appliquera à l'ensemble des aides PAC. Et donc, c'est là qu'on va faire une pause question. Alors, il y avait deux questions qui restaient sur l'agriculteur actif. Ah. Donc, monsieur ou madame Cabno, qui vous a donné cette information par rapport à votre bénéfice inférieur à 3 000 €? Parce que vous nous dites qu'on vous a dit que vous ne pouviez pas parce que, voilà. Bon, alors ça, c'est des cas particuliers, il faudra les examiner, faudra les examiner au cas par cas. Et après, pour l'exploitation agricole, la réponse est ici. Donc, vous pouvez être considéré comme agriculteur actif si vous, bien entendu, comme vous exercez une activité agricole, voilà. Vous pouvez du coup prétendre à la PAC. La coopérative une coopérative agricole peut aider un agriculteur actif avec le président agriculteur. Ah, je n'avais pas vu celle-là. Alors ça, c'est une question que j'ai d'ailleurs posée à la FAQ. Moi, j'ai pas eu de réponse de mon côté. Je ne sais pas si vous, côté chambre... Non, on n'a pas eu la question. Mais on me l'a posée. Du coup, on l'a posée, nous, plus haut. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu de retour. Mais dès qu'on en aura un... On la retient. On a, de toute façon, on aura l'occasion de redonner des informations de toute façon à travers nos newsletters et puis le site de la Chambre d'agriculture ou de la DDT. On va prendre les questions sur la conditionnalité. En parcelle argileuse, il y avait une dérogation pour ne pas l'implanter et labourer avant l'hiver. Qu'en est-il en 2023 ? Alors, en effet, en zone vulnérable, il y avait la possibilité, mais je pense je ne sais même plus si elle existe encore en zone vulnérable, de ne pas avoir de couvert à implanter. Mais là, c'est un millefeuille de réglementation. Et donc, dans le cadre de la réglementation PAC, il n'y a pas d'exonération ou d'exemption au titre du couvert intermédiaire ou de la culture secondaire pour la BCAE 7. Donc, ni terre agileuse, ni terre inondable. Aucun de ces éléments n'ont été mis en avant. La BCAE 7, la culture secondaire retenue est bien celle après la culture principale de l'année de déclaration. Alors, la culture principale, culture secondaire, oui. La culture secondaire, il va falloir la déclarer dès la télédéclaration PAC. Donc, il y aura une nouveauté dans les fenêtres, les fiches parcellaires, quand on établit le code culture de la parcelle. Il faudra donner également la nature de la culture secondaire pour ceux donc, qui sont dans le critère pluriannuel avec une culture secondaire. Les critères de diversification des cultures de la PAC antérieure, 75% maximum pour la culture principale et 95% pour la culture principale plus secondaire, sont-ils maintenus ou remplacés par la BCAE 7 ?
Donc, les critères 75%, 95% n'existent plus en tant que tels. Ils ont été intégrés d'une certaine manière dans cette BCAE 7. Et on verra ensuite qu'il y a d'autres critères liés à la diversité et dans le cadre de l'éco-régime. Le couvert implanté entre 2 maïs pourra être composé d'une seule espèce ou obligatoirement multi-espèces. Pour l'instant, cette culture secondaire et donc le couvert intermédiaire entre 2 maïs, nous n'avons aucune contrainte établie sur la nature du couvert, à part son temps de présence, 15 novembre, 15 février. Donc, on n'a pas la liste pour l'instant des cultures, mais a priori, la liste sera très large et sera identique à la liste des cultures principales. Et on n'a pas d'obligation à ce titre-là, ni d'avoir un mélange, ni de contraintes particulières sur l'utilisation. Donc, ce pourra être un couvert exploité. Par contre, il ne faudra pas qu'il soit dégradé jusqu'au 15 février. Très bien. On a fini les questions. Il y en a d'autres? Si la SAU totale en herbe, faut-il dessiner les SIE, prairies permanentes et temporaires pâturées ou pourquoi? Donc, sont exemptées de la BCAE 8 toutes les exploitations qui ont plus de 75% d'herbe. Donc, 75% d'herbes type prairie temporaire, légumineuses jachères sur les terres arables, ou plus de 75% de la SAU en intégrant les prairies permanentes. Donc, dans ce cadre-là, il n'y aura pas besoin d'identifier les IAE qui remplacent les SIE dans la déclaration PAC. OK. Il y a une dernière question. Ouais, j'ai entendu des petits bruits, des personnes qui attendent. Pardon? Il a rajouté 100% en herbe, mais les prairies temporaires pas encore en 80. Oui, c'est bon. Quelle que soit la nature de l'herbe, 100% herbe, vous dérogez à la BCAE 8. Alors, on va continuer maintenant sur les aides PAC en tant que telles. Donc là, c'était la conditionnalité, l'ensemble des règles qu'il faut respecter a priori. Mais maintenant, on va rentrer dans le sujet des aides à la surface et donc du pilier 1. On va parler DPB, paiement redistributif, éco-régime, prime JA et aides couplées. En termes d'évolution budgétaire, la réforme de la PAC est établie sur une baisse du budget par rapport à la précédente de 2,05%. Donc, on a une petite baisse. Et on a quelques changements dans la part du budget consacrée à chaque ligne. Vous avez, je ne vais pas détailler l'ensemble, mais vous avez en comparatif les années 2019, 2023 et 2027. Ce qui est à remarquer, c'est que les DPB, donc le paiement de base, est revalorisé et passe de 44 à 48,3% du budget du premier pilier. Le paiement vert représentait 30% du premier pilier. L'éco-régime qui le remplace ne représentera que 25%. On a une dotation un peu plus importante pour le paiement JA qui passe à 1,7% du budget contre 1 jusqu'à présent. Le reste est inchangé. Ce qui nous intéresse, c'est à l'échelle de l'exploitation. Donc, on a comparé ce que pouvait percevoir une exploitation hollandaise moyenne, type, on va dire, en 2022, ce qu'elle percevra entre 2023 et 2027. Donc, le graphe de... J'ai perdu mon pointeur. Le graphe de gauche, les aides du premier pilier, c'est une somme d'aides. Les agriculteurs perçoivent aujourd'hui des DPB qui ont en valeur, qui valent à peu près 120 € hectare. À cela s'ajoute le paiement redistributif, 50 € sur les 52 premiers hectares. Se rajoute ensuite le paiement vert. Le paiement vert était proportionnel au DPB. On ne touchait le paiement vert que sur les surfaces qui activaient des DPB. Et le paiement vert représentait 70% en valeur des DPB, donc 85 € de l'hectare.
il y avait une surprime pour les jeunes agriculteurs, une dotation qui était variable d'une année sur l'autre. Donc, c'était plafonné à 34 hectares et ça a été, cette année, c'est autour de 102 € de l'hectare. Ça a été de 65 à 102 € de l'hectare selon les années. Et il y a ensuite les aides couplées, donc des aides végétales incitatives à la production de légumineuses, de soja. Par exemple, soja, la prime actuelle, c'est 35 € de l'hectare. Et il y a les aides couplées animales, donc des aides aux filières ovines, caprines et bovines. Ça permettait d'avoir une aide PAC d'environ 255 € hectare sur les 52 premiers hectares et 50 € de moins sur les suivants. Demain ou aujourd'hui, les agriculteurs vont percevoir des DPB qui vont être un peu revalorisés. Bon, je les ai appelés des DPB nouveaux et qui vont être en valeur autour de 130 € de l'hectare. Donc, le paiement de base est un peu revalorisé. Le paiement redistributif est maintenu autour de 48 € de l'hectare sur 52 hectares. L'éco-régime va remplacer le paiement vert. On a vu que les conditions du paiement vert sont rentrées dans la conditionnalité. Donc, l'éco-régime va demander d'aller plus loin dans le verdissement et vont avoir des modalités donc plus contraignantes que le paiement vert. Il y a 2 niveaux pour l'éco-régime. C'est un forfait, soit à 60 €, soit à 80 €. On va voir comment on les obtient. Et par contre, il est optionnel. Si l'éco-régime était trop contraignant pour certaines typologies d'exploitation, on pourrait renoncer à percevoir l'éco-régime, donc ça veut dire renoncer à percevoir 60 ou 80 €, mais il n'y aurait pas de sanctions supplémentaires. La surprime JA est revalorisée, ce n'est plus un montant à l'hectare, c'est désormais un forfait par exploitation autour de 4 469 €. Les aides couplées ont subi une refonte qu'on va voir dans le détail, végétale comme animale. Ça donne à peu près 235 € de l'hectare pour les 52 premiers hectares, 48 € de moins pour les suivants. Donc la baisse, il y a une baisse, mais elle est faible et pas du tout de la même ampleur que la réforme précédente. La réforme précédente. Donc, on va détailler l'ensemble de ces aides et des modalités donc 2023-2027. Sur les DPB. Les DPB nouveaux, le portefeuille 2023 va être créé sur la base du portefeuille 2022 en intégrant donc la valeur des DPB existants et une partie de la valeur du paiement vert. Vous aurez autant de DPB que vous aviez en 2022. Il n'y aura pas plus de DPB créés, même si vous avez des surfaces non dotées aujourd'hui. On part sur le même nombre de DPB dans le portefeuille. La valeur est revalorisée, donc les DPB 2023 seront 1,118 fois ceux de 2021. Pour activer les DPB, il faudra être agriculteur actif. Les DPB seront activés sur toutes les surfaces hors surfaces non agricoles et forêts. Et le transfert des DPB pourra se faire seulement vers des agriculteurs actifs, hors héritage et donation. Les grands changements par rapport au transfert de DPB, c'est qu'il n'y aura pas de taxation du transfert de DPB sans terre. Jusqu'à présent, lorsque les DPB ne suivaient pas le foncier, et étaient donc transférés sans les terres, il y avait un prélèvement de 30% de la valeur des DPB pour le repreneur. Et gros changement pour ceux qui ont eu à réaliser les clauses de transfert de DPB, il n'y aura pas de nécessité de justifier les mouvements de foncier. Donc, a priori, pas besoin de fournir des sous-seins lors de l'acquisition, des baux, des attestations de baux, des indivisions, etc. Comme aujourd'hui, les DPB, après 2 années de non-activation, remonteront en réserve. Attention, ils remontent à la réserve nationale et nous percevons qu'une fraction de la réserve nationale. Donc, si vous êtes sûr de ne pas activer des droits, il existe une clause de renonciation, ce qui permet de remonter les réserves à la réserve départementale et d'en faire bénéficier les landais. Donc, en termes de réserve, il n'existe qu'une réserve départementale destinée aux JA
et aux nouveaux agriculteurs, NA, NI, selon les définitions présentées précédemment. Un dernier point, c'est que certes, les DPB vont être revalorisés à 130 €, autour de 130 €, mais ils vont continuer la convergence. L'objectif était que tous les agriculteurs de France bénéficient du même paiement de base. Il y a encore des différences entre départements, donc tous les DPB vont converger vers une moyenne. Donc nous, on n'est déjà pas loin de la moyenne dans les Landes. Donc il y aura un léger effet convergence. Les DPB les plus élevés seront ramenés à la moyenne et les plus faibles remontés. Un zoom sur le paiement redistributif rapide, pas de grands changements. Il est toujours appliqué aux 52 premiers hectares. Du moment qu'on active au moins une fraction de DPB. Pour les GAEC, on prend en compte la transparence au regard des parts sociales détenues par chaque associé. Donc, ce n'est pas un calcul simple multiplié par le nombre d'associés, mais c'est par rapport aux parts sociales. Et la valeur sera autour de 48 € de l'hectare. Rien de plus sur le paiement redistributif. On arrive à l'éco-régime, le plat de consistance. Alors, l'éco-régime, il faut être agriculteur actif pour le percevoir, détenir au moins une fraction de DPB. Bon, la fraction, on dit même 0,1 DPB, ça pourrait être acceptable. C'est donc un paiement fixe qui a été fixé donc au niveau national, qui est versé sur tous les hectares admissibles de l'exploitation. Donc, si j'ai 80 hectares, mais 10 DPB, je peux percevoir l'éco-régime sur mes 80 hectares admissibles. Auparavant, si j'avais 10 DPB, je touchais le paiement vert sur 10 hectares. Là, donc c'est versé sur tous les hectares admissibles du moment qu'on active un DPB ou une fraction de DPB. L'éco-régime, il se décline en 3 voies non cumulables entre elles et on va détailler ces voies. Donc, voici les voies d'accès à l'éco-régime. Il y a la voie des pratiques agricoles, la voie des certifications environnementales, la voie des IAE. Dès la déclaration PAC, il va falloir, dans la télédéclaration entre le 1er avril et le 15 mai, choisir sa voie. Donc, il faut l'avoir préparée et l'administration regardera la conformité de la voie que vous avez choisie. Il n'y aura pas possibilité de changer de voie en cours de route une fois choisie pour l'année. Par contre, d'une année sur l'autre, vous aurez la possibilité de changer de voie si les modalités sont plus favorables d'une voie à l'autre selon les années. Je vais détailler la voie des IAE en premier. Les IAE, les infrastructures agroécologiques. On en a déjà parlé dans la BCAE 8. Donc, il faut un certain pourcentage d'IAE, on a dit 4%, voire 7%. Au titre de la conditionnalité, ça vaut pour tout le monde. Au titre de l'éco-régime, on demande donc d'aller plus loin que la conditionnalité. Donc, il faut avoir plus d'IAE que la réglementation de base. Si vous en avez entre 7 et 10%, attention, ramenez à la SAU. Vous pouvez percevoir le niveau 1 de l'éco-régime à 60 €. Si vous en avez plus de 10% d'IAE sur la SAU, vous pouvez percevoir le niveau 2 à 80 €. Sont intégrés dans ces IAE les haies qui ont été revalorisés en termes de coefficient. Avant, 1 mètre linéaire de haie rapportait 10 mètres carrés d'SIE. Aujourd'hui, 1 mètre linéaire de haie rapporte 20 mètres carrés d'IAE. Donc, on intègre les alignements d'arbres isolés, les bosquets, les mares, les fossés non maçonnés, les bordures non productives de type bande tampon BTA ou bordure de champ BOR, les jachères mellifères et les murs traditionnels. Donc, c'est une voie qui est à explorer et qui, pour certains, permettra d'avoir la voie de 2023 à 2027 si les éléments, notamment de jachère, sont inchangés. Deuxième voie d'accès à l'éco-régime, donc au choix, c'est la voie des certifications environnementales. Si j'ai une certification environnementale de niveau 2+,
je pourrais percevoir l'éco-régime à 60 €. Si je suis HVE, haute valeur environnementale, je pourrais percevoir l'éco-régime à 80 €. Et a été créé un niveau supplémentaire pour les exploitations 100% agriculture biologique qui, elles, percevront un niveau 3 à 110 € de l'hectare. Dans le détail, les certifications environnementales, en fait, il y a 3 niveaux dans la certification environnementale. Le niveau 1, c'est respecter les BCAE. Le niveau 2, c'est des obligations de moyens, donc c'est des certifications de type AREA, de type critères, Terravitis. On met en place des moyens favorables à l'environnement. Le niveau 3, c'est HVE, haute valeur environnementale, symbolisée par cette pastille. Là, ce sont des obligations de résultat. On a, voilà. Il est demandé, dans le cadre de l'éco-régime, d'avoir un niveau 2+. Un niveau 2+, qui se situe à peu près ici, qui n'existe pas à ce jour, et qu'il faudra donc certifier. Aujourd'hui, on était soit certifié niveau 2, soit 3, à travers le HVE. Donc, le 2+, il est demandé donc d'avoir un niveau 2. Donc, nous, AREA, dans la région Nouvelle-Aquitaine, avait poussé la certification AREA. Donc, il faut avoir un niveau 2. Suivre les indicateurs de HVE et en respecter au moins un, ou bien pouvoir apporter la preuve qu'on utilise des outils d'aide à la décision en matière d'utilisation des intrants, c'est-à-dire gestion de la fertilisation ou des produits phytosanitaires. Et avoir sa petite attestation à Divalor d'avoir apporté des produits non utilisés ou des emballages vides. Concrètement, ces certifications, elles n'existent pas en tant que telles et les organismes certificateurs peuvent le faire, mais il y a encore un peu de flou sur les éléments justificatifs. Sur la certification HVE, je ne vais pas vous détailler ce qu'est la certification HVE. On est bien sur des indicateurs à respecter en termes de biodiversité, de stratégie phytosanitaire, de gestion de la fertilisation et de gestion de l'irrigation. Et il faut avoir 10 points par indicateur. Et donc, dans chaque indicateur, il y a des éléments qui peuvent rapporter des points. Je ne détaille pas plus, vous pourriez avoir des informations en nous contactant. Un détail cependant, pour ceux qui seraient concernés, les exploitations, le référentiel HVE a été modifié au 1er octobre 2022. Il y a donc un nouveau cahier des charges, des nouveaux critères. Donc, les exploitations qui étaient certifiées au 30 septembre 2022, elles peuvent accéder à l'éco-régime HVE pour la PAC 2023 telle qu'elle. Pour toutes les nouvelles, donc certifiées à partir du 1er octobre 2022, il faut que ce soit selon le nouveau cahier des charges. Et donc, toute nouvelle certification, ce sera selon le nouveau cahier des charges pour accéder à l'éco-régime. Les exploitations, alors il y avait plusieurs voies, si vous êtes concerné, vous comprendrez, mais la voie B ne permet pas d'accéder à l'éco-régime. Sur l'agriculture biologique, donc on a vu qu'ils pouvaient percevoir un éco-régime à 110 € de l'hectare, à la condition que toutes les parcelles de l'exploitation soient engagées en conversion AB ou certifiées AB, donc 100% l'exploitation bio, et vigilance, que toutes les surfaces ne soient pas rémunérées au titre de l'aide à la conversion ou l'aide au maintien. C'est-à-dire qu'il faut que sur les 100% bio, il n'y ait pas 100% d'aide bio, d'aide à la conversion ou d'aide au maintien. Il faut qu'il y ait au moins une surface, au moins une parcelle qui ne perçoive pas d'aide au titre du non-cumul des aides bio avec l'éco-régime sur 100% des surfaces. C'est un critère européen. Sinon, il faudra trouver une autre voie pour les agriculteurs bio qui percevraient 100% d'aide. Il nous reste la troisième voie, la voie des pratiques agricoles. C'est là qu'on s'accroche. Si vous avez un café à côté, c'est le moment. Donc, pratiques agricoles. En fait, au titre des pratiques agricoles, on va regarder vos pratiques sur 3 catégories de terres. Les terres arables, sur les prairies permanentes et sur les cultures permanentes si vous en avez.
Et dans chaque catégorie, on va regarder, donc il y a des conditions qui permettront d'accéder à l'éco-régime, soit au niveau 1 à 60 €, soit au niveau 2 à 80 €. Je vais commencer par le bas. Si vous avez des surfaces en culture permanente de type vigne ou verger, il sera regardé la couverture des interrants. Si les interrants sont couverts par un couvert, voire un mulch, si 3/4 des interrants sont couverts, vous accéderez au niveau 1 à 60 €. Si 95% des interrants sont couverts, vous accéderez au niveau 2 à 80 €. Ensuite, on regarde vos pratiques en termes de prairies permanentes. Sur vos prairies permanentes, toutes les prairies codées PPH, PRL, également les J6P, il sera demandé de ne pas les labourer si vous refaites de la prairie. Donc, c'est si vous refaites les prairies permanentes. Si vous refaites l'herbe, il ne faut pas labourer ou pas labourer plus de 10% pour avoir le niveau 2 ou plus de 20% pour avoir le niveau 1. Donc, sur les prairies permanentes, pour refaire l'herbe, soit c'est un travail superficiel, soit c'est du sursemis pour respecter la voie des pratiques agricoles. Et enfin, sur les terres arables, il va falloir avoir une certaine diversification de l'assolement qui se traduit par l'obtention de points. 4 points vous permettront d'accéder au niveau 1 de l'éco-régime, 5 points et plus au niveau 2. L'exploitation est regardée dans son ensemble. Donc, pour percevoir 80 € sur toutes les surfaces, il faudra que j'ai le niveau 2 pour les terres arables, le niveau 2 pour les prairies permanentes et le niveau 2 pour les cultures permanentes. Si j'ai le niveau 1 dans une des catégories, je percevrai le niveau 1 à 60 € pour toutes les surfaces. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire avoir 4 points ou 5 points? Comment on fait? On regarde votre diversité d'assolement. Donc là, on retrouve des éléments sur la diversité. Et les cultures ne rapportent pas toutes le même nombre de points. Certaines rapportent plus de points que d'autres. Tout ce qui est prairies temporaires et jachères, dès que vous en avez 5 à 30% des terres arables, elles rapportent 2 points. Plus de 30%, 3 points. Plus de 50%, 4 points. Les fixatrices d'azote de type soja, lupin, luzerne, fèverole, haricots verts, petits pois, dès que vous en avez plus de 5% ou 5 hectares, vous avez 2 points. Plus de 10%, vous avez 3 points. Les céréales d'hiver, il en faut 10% pour avoir un point. Céréales de printemps, type maïs, il en faut 10% pour avoir un point. Mais si j'ai 60% de maïs, j'ai un point. Et si j'en ai 80%, j'ai un point. Plantes sarclées. Oléagineux d'hiver type colza, à partir de 7%, j'ai un point. Les oléagineux de printemps type tournesol, à partir de 5%, un point. Dans les autres cultures, sont comptabilisés tous les légumes. Également le maïs doux, qui est un légume à ce titre-là, le sarrasin. Et également des cultures emblématiques pour nous comme l'asperge. L'asperge est une culture permanente, mais la couverture de l'interrang étant incompatible avec le système de production, les asperges ont été remontées à ce titre-là dans le scoring des terres arables pour les comptabiliser. En fonction de leur surface, on peut gagner entre 1 et 5 points. Si j'ai des faibles surfaces en terre arable, moins de 10 hectares, j'ai 2 points d'office. Et bien que ne faisant pas partie des terres arables, je peux avoir un bonus prairie permanente. Si j'en ai plus de 10%, 1 point, plus de 40%, 2 points, etc. On va faire un exemple. Une exploitation en Sud-Adour. Un gaveur avec des grandes cultures diversifiées non irriguées. 82 hectares de SAU, 60 hectares de maïs, 5 hectares et demi de tournesol, 6 hectares 40 de blé, 10 hectares de prairies et jachères. Prairies et jachères, ça fait 12,1%. Plus de 5%, j'ai 2 points. Céréales d'hiver, blé, avoine ne représente moins de 10%, je n'ai pas de points. Le maïs, plus de 10%, j'ai 1 point.
Donc là, à peu près tous les agriculteurs en grande culture des Landes auront 1 point. Et oléagineux tournesol, plus de 5%, j'ai 1 point. Cette exploitation a donc 4 points. 4 points avec l'assolement actuel. Ça permet de bénéficier de l'éco-régime à 60 € de l'hectare. Si je veux optimiser les aides PAC, je pourrais introduire 5 hectares de légumineuses, la fèverolle, par exemple, pour faire mes semences de couvert, parce qu'il va falloir que je couvre entre tous mes maïs. Un soja, éventuellement, je suis en non irrigué, il faut voir. Et donc, on atteindrait ainsi, avec des fixatrices d'azote, les 5 points, voire plus, pour bénéficier des 80 € de l'éco-régime. Autre exemple, un exemple Haute-Lande, grande culture diversifiée, maïs, légumes irrigués. SAU 267 hectares, maïs 149, maïs doux 47, haricots verts 49, carottes 17 hectares, prairies temporaires et jachères 4 hectares. Prairies temporaires et jachères, j'ai moins de 5%, je n'ai pas de points. Dans les fixatrices d'azote, on met le haricot vert, plus de 10%, 3 points. Céréales d'hiver, j'en ai pas. Céréales de printemps, mon maïs grain, plus de 10%, 1 point. Dans autres cultures sont intégrés le maïs doux et les carottes, 24%, 2 points. Cette exploitation a 6 points et peut bénéficier du l'éco-régime à 80 €. J'ai juste mis un triangle rouge ici. Attention au titre des BCA 8. Il faudra quand même s'assurer que j'ai bien 4% d'éléments entre jachère et fossé, etc. Aujourd'hui, je suis très bas en jachère. Donc, tout est à regarder de façon concomitante. Donc, voilà les 3 voies d'accès. Je précise qu'il y a également une surprime de 7 € à l'hectare si vous avez plus de 6% de haies, mais il faut être engagé dans une certification haies. Et la seule certification qu'on connaît, c'est le label haies. Et donc là, il faut se rapprocher de structures qui certifient à ce titre-là. Donc, c'est là qu'on va prendre les questions sur l'éco-régime et le pilier en général. Y a-t-il des surfaces minimum pour le forfait JA? Surface minimum pour le forfait JA, non, il suffit d'être JA pour percevoir, alors selon la définition des JA, pour percevoir le forfait à l'exploitation. Est-ce que dans Télépac, nous pourrons savoir quel niveau est atteint en fonction de la voie d'accès sélectionnée au moment de la déclaration? Alors, saurons-nous sur Télépac si la voie est conforme? D'après les dernières informations d'hier, non. Il n'y aura pas de calcul sur Télépac du scoring, notamment des terres arables, sur la voie des pratiques agricoles. Et concernant les IAE, je pense c'est encore en train d'être développé. Donc, peut-être les IAE, mais en tout cas, le scoring des terres arables, non. Le nouveau cahier des charges HVE est-il connu? Le nouveau cahier des charges HVE, il est connu. Il est sorti donc au 1er octobre 2022. Et les organismes certificateurs sont en ordre de marche pour pouvoir certifier les gens selon ce nouveau référentiel. Quelle voie pour les bio mixtes? Les bio mixtes donc peuvent pas percevoir les 110 € puisque pas 100% bio. Et donc, il faut qu'ils trouvent leur voie, c'est le cas de le dire, soit par les pratiques agricoles. On suppose que les bio ont quand même une diversité d'exploitation qui leur permettent d'accéder par la voie des pratiques agricoles. Existe-t-il une définition de l'interrang en vigne? Merci. Alors, bonne question sur l'interrang. Non, il n'a pas été défini ce qui était l'interrang. Il y a des éléments dans la foire aux questions qui nous font un petit peu douter. En effet, dans toute pratique de culture pérenne, il est quand même souvent acquis qu'il y a un désherbage sur le rang. Mais aujourd'hui, il n'a pas dit que l'interrang, c'était un certain pourcentage de surface couverte entre 2 rangs. Donc, ça reste à préciser. C'est un élément qui fait partie de la foire aux questions encore en suspens.
Définition du mulch en intérim. Composition, durée sur l'année, modalité de contrôle. Bon, c'est une personne concernée. Le mulch, donc il peut faire couvert d'un terrain. Là non plus, on est encore sur des définitions qui sont en attente. Désolée. Quelle surface minimale pour ne pas être 100% de la SAU bio, CAB ou NAB? Autrement dit, est-ce qu'il y a un minimum pour avoir le niveau 3 de l'éco-régime et avoir de la TAB et de la MAB? Il n'y a pas de, on n'a pas de surface minimale. Alors, c'est vraiment, c'est un point qui est quand même litigieux. C'est écrit comme ça. L'Union européenne a demandé à ce qu'il n'y ait pas un cumul sur toutes les surfaces, un cumul des aides à la conversion, enfin des aides à l'agriculture bio et de l'éco-régime. Et donc, la France a écrit cette phrase qu'il n'y ait pas 100% des parcelles doublement rémunérées. Néanmoins, on n'a pas dit si c'était une parcelle, si c'était une fraction, un pourcentage de surface. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faudra une année de test, de test pour avoir véritablement la réponse. Quels sont les critères d'obtention pour les aides régionales bio sur le cumul CAB et MAB? Je pense que c'est le plafond ici. Alors, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais on parle des aides MAB un peu plus tard. Donc, on y répondra un peu plus tard. Quelles sont les dates de présence de la culture principale versus culture secondaire? Bonne question. La culture principale, définition de la culture principale. Donc, on était jusqu'à présent sur une définition qui était la culture la plus facilement contrôlable entre le 15 juillet et le 15 septembre. On a une grande différence maintenant. Il a été établi dans la foire aux questions par le ministère que la culture principale était désormais celle qui était présente au moins en partie entre le 1er mars et le 15 juillet. Donc, en effet, ça ouvre la possibilité, dans le cadre de double culture, d'avoir plus de choix entre ce qui est la culture principale, donc au moins présente en partie entre le 1er mars et le 15 juillet. Avec la diffusion des planches, sera-t-il possible, s'il vous plaît, d'insérer un glossaire des sigles utilisés? Ah, des sigles, oui, d'accord. Y a-t-il des démarches à faire pour basculer des prairies permanentes en jachère? Les prairies permanentes ne peuvent pas basculer en jachère, sous-entendu au titre des IAE. Il faut casser le cycle de l'herbe, donc retourner les prairies permanentes, intégrer une culture, une grande culture, pour pouvoir repartir ensuite sur une jachère qui soit comptabilisable au titre des IAE, aussi bien pour la BCAE 8 que pour la voie des IAE de l'éco-régime. Combien d'années sont versées les aides du JIA? 5 ans? On va revenir sur le paiement JIA dans le détail. Ah oui, c'est vrai que j'ai coupé un peu tôt peut-être. Si les prairies permanentes non labourées, faut-il d'autres pratiques pour accéder à la voie 1 sur l'exploitation avec prairies permanentes et prairies temporaires? Si les prairies permanentes sont labourées? Non labourées. Non. Alors, il faut calculer ces points. Hein. Donc, on en revient au scoring. Il faut calculer vos points entre ce que rapportent les prairies temporaires et ce que rapporte le bonus prairie permanente. Et dans ce cas-là, vous avez la voie de l'éco-régime, enfin, la voie des pratiques agricoles validée. De soja et 75% de maïs plus SIE 5%. Faut-il une interculture hivernale? Alors, quelqu'un demande, en fait, si je suis diversifiée au titre de l'éco-régime, faut-il une interculture hivernale? Oui, ce sont bien deux critères différents. La conditionnalité vaut pour tout le monde. Donc, que je sois diversifiée ou pas, il me faut un couvert entre deux mêmes cultures à l'échelle des 4 années si je fais une monoculture de maïs, par exemple. Et je peux être diversifiée au titre de l'éco-régime ou avoir mes 4 ou 5 points
Mais ça ne m'exempte pas du couvert si je suis en monoculture sur les parcelles en monoculture de maïs. C'est bien deux choses différentes. On a épuisé le stock. Bon. Je continue. On va accepter juste parce que ça m'a sorti du... Vous patientez. Ah oui, pardon. Ah oui, il y avait du monde. Donc, je continue la présentation sur l'aide JA. Donc, il y avait une question. Donc, pour percevoir ce paiement JA, il faut être dans la définition de JA, un agriculteur actif qui répond à la date de sa première demande à la définition de JA, qui est dans une situation de première installation, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il est chef d'exploitation et qui est installé depuis moins de 5 ans. On ne peut percevoir ce paiement qu'une seule fois et pendant 5 ans, même en cas d'entrée d'autres JA dans une structure. Exception faite des GAEC où là, je peux multiplier par le nombre d'associés JA si j'ai plusieurs JA. Donc, on perçoit cette prime pendant 5 ans. Ceux qui ont commencé à percevoir le paiement JA depuis 2 ans vont continuer à le percevoir encore 3 années sur cette nouvelle programmation de la PAC. Ce sera 5 ans en tout et on ne remet pas les compteurs à zéro. Voilà. Et 5 ans en tout et 5 ans une seule fois. Enfin, si je peux me dire. Passons aux aides couplées. Alors, les aides couplées, il y a des aides couplées végétales, des aides couplées animales. Les aides couplées végétales donc, se veulent incitatives pour produire certaines cultures. Il y a des aides aux légumineuses fourragères. Pas de grands changements par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Sont éligibles des légumineuses pures de type luzerne, trèfle, de type pois fourragers, lupin fourrager, fèves fourragères. Elles peuvent être pures, en mélange entre elles, en mélange avec des céréales oléagineux. Le code n'est plus bon, mais si le mélange contient à minima 50% de semences de légumineuses fourragères à l'implantation, donc type des métailles. Et une nouveauté cependant, c'est que les mélanges de légumineuses et de graminées fourragères peuvent être éligibles, mais uniquement l'année du semis. Donc, une luzerne, si elle est en place pendant 3 ans, je peux percevoir pendant 3 ans l'aide aux légumineuses fourragères à 149 €. Par contre, un mélange prairial avec une dominante légumineuse, je ne pourrai le percevoir que la première année. On ne peut le percevoir que si on est éleveur, détenant au moins 5 UGB, des UGB herbivores, mais les monogastriques sont également transformés en UGB. Ou bien avoir signé un contrat direct avec un éleveur qui détient 5 UGB. La différence également, c'est que un éleveur, on pourra faire un contrat avec plusieurs personnes. Un éleveur pourra être en contrat avec plusieurs personnes et lui-même pourra demander l'aide aux légumineuses. Il n'y a plus cette contrainte. Il y a également des aides aux protéines végétales avec une revalorisation notamment pour le soja. C'était autour de 35 € aujourd'hui, maintenant c'est 105 €. Mais c'est aussi vrai pour les pois, protéagineux, lupins, féveroles non fourragés. Les légumes secs, c'est une nouvelle aide. Lentilles, haricots secs, pois chiches, fèves. Et une aide au chanvre est maintenue avec des critères particuliers, notamment sur les variétés implantées. Une grande nouveauté, c'est une aide couplée au maraîchage. Il faudra, pour que le demandeur puisse en bénéficier, qu'il réponde strictement à la définition de l'agriculteur actif et qu'il ait à minima 50 arts de légumes ou de petits fruits et au maximum une SAU de 3 hectares. Donc, c'est vraiment une aide pour les maraîchers spécialisés qui ont maximum 3 hectares de maraîchage. Tout type de cultures sont éligibles sous serre ou en plein champ, excepté l'arboriculture, les champignons, chicorée, légumes secs, pommes de terre primeurs et cultures hors sol. Le montant de l'aide est autour de 1 600 € de l'hectare. Je passe aux aides couplées animales.
je passe vraiment les aides caprines et ovines. Elles se sont terminées hier, au 31 janvier. Donc, si vous ne l'avez pas fait, là, on est dans la période en retard. Il n'y a pas de grand changement sur les aides caprines et ovines. Toujours des mini et des maxi et un ratio de productivité, notamment en ovins. Le grand changement concerne les aides couplées bovines. Alors, il y avait jusqu'à présent des aides aux bovins allaitants et des aides aux bovins laitiers qui étaient des aides à la vache mère, c'est-à-dire la vache adulte ayant vélé. Aujourd'hui, l'assiette s'élargit. Les animaux éligibles sont des UGB bovines, mâles et femelles, qui ont plus de 16 mois. On prend donc comme UGB éligible ceux qui étaient présents à la date de référence et également ceux qui ont été abattus et qui n'avaient pas 16 mois à la date de référence précédente. Je vais l'expliquer avec un schéma. Rappel, un bovin de plus de 2 ans, c'est un UGB. Et les bovins entre 6 mois et 2 ans, ça correspond à 0,6 UGB. Donc, pour déterminer les UGB éligibles, on se place en fait à la date de référence. La date de référence, c'est 6 mois après le dépôt de la demande d'aide. Donc, si vous avez fait votre demande d'aide, vous la faites aujourd'hui, au 1er février, mars, avril, mai, juin, juillet, au 1er août, vous aurez votre date de référence. C'est à cette date-là qu'on regardera tous les bovins qui ont plus de 16 mois, mâles et femelles. Ça, c'est X. Et on rajoutera à X les bovins qui n'avaient pas 16 mois l'année dernière à la date de référence précédente, qui ont fait 16 mois, mais qui entre-temps ont été abattus qui ont été abattus. Donc, ces UGB qui n'avaient pas 16 mois ici, qui les ont fait entre-temps et qui ne sont pas présents en N parce qu'abattus entre-temps, sont rajoutés et c'est Y. Donc, ça, ce sont mes UGB éligibles. Mais ça ne va pas être les UGB réellement primés à la fin. Il va falloir appliquer un certain nombre de plafonds et d'écrêtements. Donc, il y a 2 niveaux d'aide pour l'aide couplée bovin. Un niveau supérieur à 110 € par UGB. Donc, déjà, on voit qu'il y a une baisse importante. Les aides aujourd'hui bovines étaient de l'ordre de 160 € par vache mère. Là, on est à maximum 110 € par UGB. Donc, on peut percevoir ce niveau supérieur les UGB femelles de race à viande dans la limite de 2 fois le nombre de veaux nés sur l'exploitation sur 15 mois. Je vais faire des exemples après. Et peuvent percevoir l'aide à 110 € les UGB mâles dans la limite du nombre de vaches présentes. Sont éligibles au niveau de base à 60 € les UGB femelles de race à lait. Et ensuite, les UGB femelles de race à viande qui sont au-delà du plafond précédent, les UGB mâles au-delà du plafond. Concrètement, on prend les UGB de plus de 16 mois. On regarde femelles, mâles. Les mâles, tous les mâles, quel que soit le type racial, peuvent avoir l'aide supérieure à 110 € dans la limite d'une fois le nombre de vaches. Le reste des mâles qui dépasseraient cette limite sont éligibles, primables au niveau de base à 60 €. Les femelles. Parmi les femelles, on distingue les races à lait et des races à viande. Les races à lait ne peuvent percevoir que l'aide à 60 € par UGB. Les races à viande peuvent percevoir l'aide à 110 €, mais dans la limite de 2 fois le nombre de veaux, 2 fois le nombre de veaux nés sur l'exploitation. Si on est limité par ce nombre de veaux, le reste des vaches à viande sont éligibles à l'aide à 60 €. Donc là, des UGB éligibles, on est passé aux UGB primables, mais on n'a pas encore les UGB réellement primés, puisqu'il y a des plafonds à appliquer. Donc, il faut avoir au moins 5 UGB pour percevoir cette aide. Et ensuite, les UGB primables sont plafonnés à 1,4 fois la surface fourragère, au-delà des 40 premiers UGB. Et il y a un plafond de 120 UGB également
sur lequel on peut appliquer la transparence GAEC. On va faire un exemple après. La surface fourragère qui est considérée ici, pour nous, dans les Landes qui ne sont pas en zone ICHN, c'est la surface en herbe, en légumineuses fourragères, y compris estives, le maïs ensilé et les métailles fourragées. Ne sont pas considérées les céréales autoconsommées, bien que une démarche professionnelle a été faite en ce sens. On n'a pas encore eu la réponse définitive. On va faire un exemple pour essayer de clarifier tout ça. Ce sont des cas types développés par des références établies au niveau national. Un esseur-engraisseur qui a une unité de main-d'œuvre. Surface fourragère, 72 hectares. 60 mères allaitantes, 2 taureaux, 62 veaux sevrés par an. Mais attention, le critère des veaux, il est regardé sur 15 mois, 77 veaux nés sur 15 mois. On regarde les UGB éligibles. Les UGB éligibles sont tous les UGB mâles et femelles qui ont plus de 16 mois. Sur cette exploitation, on trouve 9 UGB mâles de plus de 16 mois, 97 UGB femelles de plus de 16 mois, c'est-à-dire les vaches, plus les génisses de renouvellement et quelques mâles. Numéro 2, on passe aux UGB primables. Donc, parmi ces UGB, on distingue les femelles et les mâles. Les mâles sont éligibles à l'aide supérieure à 110 € dans la limite de 1 fois le nombre de vaches. Il y a 60 vaches, 9 UGB, donc tous les UGB mâles sont primables à 110 €. Au niveau des femelles, 97 UGB femelles, elles sont toutes de race à viande. Donc, si elles sont toutes de race à viande, elles peuvent avoir l'aide à 110 € dans la limite de 2 fois le nombre de veaux nés sur l'exploitation. Sur 15 mois, donc 2 fois 77. Il n'y a pas d'écrêtement à ce niveau-là. Les 97 UGB femelles sont éligibles à 110 €. Numéro 3, les UGB réellement primés, c'est là qu'entre en compte la surface fourragère, vont être écrêtés par la surface fourragère. J'ai en fait 72 hectares de surface fourragère. Mon plafond, c'est 1,4 UGB maxi par hectare de surface fourragère. Donc, en fait, depuis le début, je savais que je ne pouvais primer que 100 UGB. Donc, concrètement, j'aurais pu avoir 106 UGB primables, mais je n'en ai que 100 primés du fait de l'écrêtement par la surface fourragère. La prime bovine s'établit donc à 100 fois 110 €, tout était éligible à la valeur supérieure, soit 11 000 € dans ce cas. La surface fourragère est et l'écrêtement à 1,4 de chargement est très préjudiciable sur nos systèmes de production landais. Et donc, c'est un point de vigilance par rapport à la surface fourragère à déclarer. Il va falloir bien déclarer ses maïs en silage et ses métailles fourragées en culture principale. Dernière aide couplée, l'aide aux veaux sous la mer, pas de grand changement pour les adhérents d'une ODG, label rouge, IGP ou en agriculture biologique. Vous pouvez percevoir cette aide aux veaux sous la mer qui est sur la base de justificatif d'un montant de 66 € par tête. Je vais pouvoir prendre les questions s'il y en a sur les aides couplées. Je les ai laissés secs. Ah bon. Il y a du monde encore, on parle pas dans le vide. C'est toujours pas très clair pour les exploits 100% bio. Ce n'est pas clair? À mon avis, c'est le cumul des deux. de niveau 3, plus ils sont 100% bio dans le conduite et CAB, MAB. Alors, donc je reviens en arrière sur l'éco-régime. Pour quelqu'un qui est 100% certifié 100% bio ou en conversion 100% bio, il ne faut pas que l'intégralité des surfaces perçoivent une aide de type aide à la conversion ou aide au maintien. Si vous avez 100 hectares bio, vous ne pouvez pas, pour percevoir l'éco-régime, avoir 100 hectares avec une rémunération. Je ne sais pas quel est le cut, mais on va dire que si vous avez 99 hectares avec une rémunération de type CAB ou MAB et 1 hectare sans rien, qui est bio, mais qui ne perçoit pas une aide bio, vous pourrez bénéficier de l'éco-régime à 110 € de l'hectare.
j'espère que c'est plus clair. Un engraisseur spécialisé peut-il demander l'aide à l'UGB? Oui, puisque c'était mon cas, enfin non, là c'était un essai. Oui, un engraisseur spécialisé peut, mâles et femelles sont éligibles, et il n'y a plus la notion de vache adulte ayant vélé, etc. Et, oui, pardon, et dans le doute, de toute façon, il faut demander l'aide à l'UGB, et c'est en fonction de vos effectifs, etc., qu'il sera déterminé si vous êtes éligible, quels UGB sont éligibles et dans quelle mesure par rapport au plafond. Les régras dérobés ensilés peuvent bien entrer dans la surface fourragère si déclaré en culture principale, ensilés en avril. Donc, la question qu'on attendait, les régras ensilés peuvent-ils être déclarés en culture principale? Si on lit strictement la définition de la culture principale, au moins présente du 1er mars au 15 juillet, un régras ensilé est bien présent, on va dire jusqu'au 15 avril. Il est conduit comme une culture, c'est-à-dire avec une densité compatible avec la culture. Il peut être fertilisé, etc. Il est exploité. Donc, on peut le définir en culture principale. Néanmoins, il y a d'autres éléments à regarder, notamment un point de vigilance par rapport à l'assurance récolte. Si vous souhaitez bénéficier de l'assurance récolte aléa climatique, vous allez avoir déclaré à la PAC votre régras en culture principale, mais concrètement, vous allez assurer le maïs qui suit. Il va y avoir une difficulté pour déterminer la couverture de votre assurance. Pour percevoir l'aide à l'assurance récolte, il faut, par groupe de culture, que 70% de la surface soit couverte. Le régras, il sera dans les grandes cultures, il ne sera pas assuré, alors que c'est le maïs qui l'est. Donc là, voilà, on met un bémol à ce titre-là. Et bon, là aussi, voilà, donc dans la définition, pourquoi pas, attention à toutes les incidences. Note pour le seuil 1,4 fois la surface fourragère. Si on plante un métail fourrage avec un maïs grain, du coup, on déclare le métail en culture principale et non le maïs pour augmenter le seuil. Voilà, donc pour qu'en effet, le métail puisse être compté dans la surface fourragère au titre de l'aide bovine, il faut qu'il soit en culture principale, ça c'est sûr. Sinon, les dérobés, on va dire, ne sont pas comptabilisés. Question à la DDTM. Question à la DDTM. Est-ce que l'on pourra retirer des parcelles bio en MAB de l'année 2022 pour être en dessous des 100% sans pénalité ou retopage à l'instruction? Alors là, j'étais en train de voir avec Madame Lerat. MAP 2022, si c'était un engagement dans un an, il suffit de ne pas demander l'engagement. Je ne sais pas si on l'entend, il faut peut-être redire. Donc pour le MAP 2020, si c'était du MAP 2022, un engagement d'un an, en fait, il suffit de ne pas redemander l'engagement sur cette parcelle. La question se pose sur la continuité. Donc là, il y aura sans doute, si elles ne sont pas demandées alors qu'elles étaient en continuité, il risque d'y avoir un indu, certainement. Je pense sans pénalité, mais c'est à voir sur l'instruction. Pour le moment, je ne sais pas comment ça va se terminer, ça. Sur un an, en fait, si c'est des engagements comptés ça dépend de à quelle année, si ça dure sur plusieurs années. Normalement, la première année où c'est pas demandé en bio, mais que c'est en continuité, il y aura... ce ne sera pas payé dans l'année, mais il n'y aura pas de pénalité. Mais si c'est poursuivi sur 3 ans, ça va devenir définitif. Et là, il y aura des pénalités. Donc, c'est à voir effectivement sur cas par cas. Cas par cas sur la durée, quoi. Par contre, les MAB un an renouvelables, celle-là, c'est un engagement annuel, donc il suffit de ne pas demander l'engagement en 2023 sur une partie. Oui. Où sera déclarée la surface fourragère? Dans quelle tâche pourrons-nous distinguer un maïs ensilage d'un maïs ressource? Alors, il existait jusqu'à présent un code maïs ensilage qui s'appelait MIE,
Désormais, ça va être un peu plus fastidieux, la déclaration des codes culture. Il va falloir choisir un code culture et choisir une précision qui sera la nature de la récolte, récolte en grains ou récolte plante entière. Et c'est à ce titre-là que le maïs avec la précision sera, donc là pour maïs, il y a 3 précisions, 001 récolte en grains, 002 récolte en silage, 003 récolte en verre. Donc là, vous prendrez le code MIS 002 et il sera comptabilisé au titre de la surface fourragère. Vous prenez les règles pour passer des prairies permanentes en jachère. Donc, en fait, dans l'historique de l'herbe, une prairie est temporaire jusqu'à sa 5e année incluse. Et elle devient, à partir de la 6e année, une prairie permanente. Si on ne casse pas le cycle de l'herbe, je ne peux pas transformer une prairie permanente en jachère comptant pour les IAE. Donc, pour qu'une jachère compte pour les IAE, il faut donc derrière ma prairie, casser le cycle de l'herbe, faire une culture, un triticale par exemple, et l'année d'après, je peux repartir sur de l'herbe, et là, ce sera une jeune jachère qui pourra compter au titre des IAE. Néanmoins, ça me permet de donner une précision sur les jachères qui s'appelaient J6S, les jachères de plus de 6 ans comptant pour les SIE. Celles-ci seront intégrées dans les IAE en 2023. Elles seront dénommées jachères parce que c'était des jachères aujourd'hui. Elles faisaient partie des terres arables et non pas des prairies permanentes. Assurance et les SFP. Du coup, c'est soit on augmente le seuil pour les UGB primables, soit on assure notre maïs aux aléas climatiques. Sur cette histoire de métail maïs, on n'est pas au clair concrètement. Tout ça est remonté par nos différents canaux, aussi bien au ministère par la DDTM, dans nos réseaux APCA, Chambre d'agriculture de France, on va dire. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas si avant le 1er avril, on aura une réponse claire et nette. On voit les assureurs pour nous, Chambre d'agriculture, le 6 février. Donc, on posera la question clairement, mais une double culture est assurable. Ce n'était pas problématique, par exemple, quand c'était haricots verts petits pois, où les 2 cultures étaient assurées. Et donc, la couverture par l'assurance était du coup de 110%. Donc, dans ce cas-là, les 70% étaient atteints. La différence entre haricots verts petits pois, c'est que métail maïs, le métail ne va pas être assuré. Donc, est-ce que je vais avoir mon 70% de couverture, grande culture dont font partie les métails? C'est là ma difficulté. Mais tout le monde n'est pas assuré à aléas climatiques. Je mets cette vigilance que pour ceux qui sont assurés à aléas climatiques. Pour les autres, ce sera une décision selon la base de la définition de la culture principale. En tout cas, une jachère, J6S, qui ne comptait plus pour les SIE. Elles compteront en 2023, pas besoin de les casser. Les J6S, par définition, comptaient pour les SIE. C'est une jachère de plus de 6 ans comptant pour les SIE. Donc, vous confondez peut-être avec les J6P. Donc, les J6P, c'était les jachères de plus de 6 ans, point, qui étaient déjà référencées dans les prairies permanentes. En 2023, elles n'existeront plus et seront requalifiées prairies permanentes, que vous exploitiez ou pas l'herbe. Oui. On peut vraiment... non. On continue sur les aides du second pilier. Donc, on va enchaîner avec les aides du second pilier, en effet, en parlant des aides à l'agriculture biologique, les MEEC et l'assurance récolte. Donc, pour l'aide de CAB, donc l'aide à la conversion, les engagements restent à 5 ans. Le grand changement demeure sur le montant pour les légumineuses qui passe du coup à 350 € à l'hectare.
Les autres montants sont inchangés. Le deuxième gros point qui change, c'est que la rotation avec une grande culture au cours des 5 années d'engagement n'est plus exigée pour les légumineuses fourragères. Pour l'aide au maintien, le MAB, donc pour cette nouvelle programmation, ça n'existe plus l'aide au maintien. Elle est exceptionnellement maintenue en 2023 grâce au reliquat de la campagne précédente. Donc c'est seulement en Nouvelle-Aquitaine, c'est une volonté de la Nouvelle-Aquitaine d'utiliser ces reliquats pour garder le MAB encore une année. Donc ce sera, je le précise, seulement cette année et pas les autres. Donc, pour être éligible, comme on a vu, il faut être agriculteur actif et déclarer au moins 97% de votre SAU conforme au mode de production biologique. Les surfaces éligibles, c'est les surfaces certifiées bio et qui respectent les critères d'éligibilité propres au type de couvert déclaré. Vous voyez dans le tableau, du coup, les montants unitaires associés. Le plafond, pour répondre à la question posée précédemment, est de 6 000 € par exploitation avec application de la transparence GAEC. Et pour les règles de calcul, donc comme on l'a déjà précisé, c'est cumulable avec l'éco-régime bio si et seulement si la totalité de la SAU n'est pas déjà rémunérée au titre des aides CAB et MAB. Et c'est cumulable avec certaines MAEC. Donc, on va enchaîner avec les MAEC. Donc, nous avons un maintien des enjeux. Donc, il y en a 5 qui sont la biodiversité, l'eau, le maintien de l'élevage et des prairies, la zone intermédiaire et la zone pastorale. Dans les Landes, nous avons 5 PAEC qui ont été déposés. Donc, je vais juste vous présenter quels sont les enjeux de ces 5 PAEC et les personnes qui les ont déposées et les personnes que vous pouvez du coup contacter pour en savoir plus sur ces mesures. Donc, le premier a été déposé par Landes Nature. Donc, vous voyez ici la carte des zones concernées par ce PAEC. Et vous avez du coup les contacts de Marine et de Suzy si vous avez plus de questions pour ce PAEC à enjeu biodiversité. Le deuxième a été déposé par Albret Communauté avec un enjeu aussi biodiversité. Cette fois-ci, vous pouvez contacter Marine Font au numéro que vous voyez ici pour connaître si vous pouvez du coup être éligible à ces MAEC. Le troisième a été déposé par la Chambre d'agriculture avec un enjeu eau, avec seulement 2 petites zones ici entourées en rouge qui sont concernées par ces mesures. Donc, vous avez de nouveau le contact d'Aline qui a été renseigné. Ensuite, nous en avons un autre qui a été déposé par la Chambre d'agriculture avec un enjeu maintien de l'élevage et des prairies. Pour le périmètre, c'est l'ensemble du département. Et voilà, pour en savoir plus, vous pouvez contacter Margot. Et ensuite, nous avons un PAEC qui a été déposé par l'institution Adour avec un enjeu eau. Et vous avez le contact de Sophie et les zones concernées par ces mesures. Donc, pour ces MAEC surface SIC, vous avez possibilité de n'engager que 90% des surfaces du compartiment concerné et l'exploitation est éligible dès qu'une parcelle est incluse dans un PAEC ayant ouvert à la mesure. Vous avez des obligations qui sont communes pour toutes les MAEC. C'est un diagnostic de l'exploitation et une formation obligatoire des contractants. L'animation est assurée par un opérateur de territoire. C'est donc les contacts que je vous avais pu voir précédemment. Et ces personnes seront du coup plus à même de vous expliquer les mesures. Pour les MAEC hors surface SIC, comme pour le MAB, nous avons en 2023, grâce au reliquat du coup de la campagne précédente, continuité des dispositifs API, donc apiculture et PRM, protection des races menacées. Pour cette année, la déclaration reste à l'identique de la campagne PAC 21-22, donc qui se fait auprès de la DTTM, de nos services, et la durée d'engagement est à 1 an.
pour la suite, normalement, cela remontera à la région et ne dépendra plus de nos services. Si on passe maintenant à l'assurance récolte, vous devez savoir qu'on a un nouveau régime de solidarité nationale avec un partage du risque entre l'État, les agriculteurs et les assureurs. Donc, ce niveau dispositif a 3 étages de couverture, suivant le risque de perte de récolte. Donc, le premier étage est un risque de perte des récoltes de faible intensité. Dans ce cas-là, les pertes sont prises en charge par l'agriculteur. Les risques d'intensité moyenne, là, nous avons du coup l'assurance qui rentre en jeu, et les risques d'ampleur exceptionnelle, où là, c'est l'État qui va rentrer en jeu. Sachant que pour ce 3e étage, les indemnisations seront moins favorables pour les agriculteurs qui n'ont pas souscrit à de contrats d'assurance. Ça se substitue aux calamités agricoles pour les pertes de récolte uniquement dès 2023. Donc, pour vous présenter ça sous un schéma, pour un peu voir la différence entre les exploitations assurées et non assurées. Donc, on remarque entre 0 et... Mince, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Je reviens masquer le mode présentateur. Oui. J'ai perdu ma souris. Ou là d'un paramètre d'affichage, peut-être. Je la trouve plus, la petite souris. Sinon, je remets un... Hop. Hop là, c'est bon. Donc, je ne sais pas si on la voit, ma souris quand même. Non. Ou pas. Non. Oui, on voit ma souris. Non. Oui. Donc, si vous avez des pertes de récolte inférieures à 20%, que vous soyez assuré ou non, les prises en charge de ces pertes sont à votre charge, donc à la charge de l'agriculteur. Si le seuil est de 20 à 30 ou 50% selon le type de récolte, ce qu'on verra juste après, là, les prises en charge pour les agriculteurs assurés sont 100% pris en charge par l'assurance subventionnée. Et pour les exploitations non assurées, là, toujours 100% pris en charge par l'agriculteur. Et le 3e étage, si vous avez des pertes avec un seuil supérieur de 30 ou 50% suivant les cultures, vous avez pour les exploitations assurées une prise en charge de 90% des pertes par l'État et de 10% restant par votre assurance. Pour les exploitants qui ne sont pas assurés, en 2023, il y aura 45% de vos pertes qui sont prises en charge par l'État. En 2024, ce sera 40%. Et en 2025, 35%. Le reste sera à charge de l'agriculteur. Donc là, c'est pour vous montrer du coup le seuil de déclenchement de ce 3e étage qu'on a vu suivant le type de culture. Donc pour les grandes cultures et les légumes, le seuil est fixé à 50% de perte. En arboriculture, il est fixé à 30%. En viticulture, à 50%. Pour les prairies, à 30%. Pour les productions à parfum aromatique et médicinal et les autres productions, il est fixé à 30%. Pour finir, un petit focus sur le 3STR. Donc, qu'est-ce que le 3STR? C'est un système de suivi des surfaces agricoles en temps réel. Son objectif, c'est d'automatiser la vérification des parcelles déclarées et des activités agricoles. Donc, c'est une analyse qui se fait via des images donc satellites recueillies par un programme européen et qui permet de déterminer la nature du couvert et de détecter du coup certaines techniques sur les parcelles. L'application mobile Télépac Géophoto, c'est l'un des outils utilisés dans ce cadre. Donc, c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, que ce soit un téléphone Android ou Apple. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger l'application. Donc, cette nouvelle procédure de vérification, voici comment elle se compose. Donc, comme on l'a dit en première étape, vous avez une vérification de votre déclaration PAC via les images satellites. Donc, le satellite va voir si ce que vous avez déclaré correspond à ce que lui voit. S'il n'arrive pas à conclure sur son analyse, il va vous êtes invité à modifier votre déclaration si il y a eu une erreur.
Et si ce n'est pas nécessaire, il vous sera demandé de fournir une photo géolocalisée de votre culture via l'application Télépack Géophoto. Et si, malgré tout cela, ce n'est pas conclusif, des déplacements terrain peuvent être nécessaires. Donc, comment se présente cette application? Donc, vous vous connectez sur cette application avec votre numéro package et votre mot de passe Télépack. Vous arrivez du coup sur un menu où vous voyez voilà, toutes les demandes de photos qui vous est demandé de réaliser. En troisième étape, vous pouvez du coup avoir le détail de votre demande qui vous précise les parcelles et les lieux à photographier. La quatrième étape, donc quand vous cliquez sur le détail de votre parcelle, vous avez des précisions données sur la vue des photos attendues, voilà, parce qu'il faut faire parfois des photos rapprochées et aussi une vue d'ensemble. Donc pour aller à cette parcelle, vous avez un guidage pédestre qui a été mis en place, qui vous guide du coup tout au long de votre parcelle pour voir où l'application vous demande de prendre la photo. Donc c'est assez précis. Comme pour l'angle de la photo, ça va aussi vous dire à quel endroit il faut vous positionner dans votre parcelle. Donc en sixième étape, vous envoyez vos photos. Si vous ne captez pas sur votre parcelle, vous pouvez prendre vos photos, même si vous ne captez pas, et les envoyer a posteriori, par exemple quand vous rentrez chez vous et que vous captez votre Wi-Fi. Et du coup, faire cette septième étape, a posteriori, il n'y a pas de souci. Voilà, du coup, pour cette présentation, vous pouvez retrouver du coup toutes les informations qu'on vous a données sur le site du ministère de l'Agriculture ou également sur le site de la Chambre de l'Agriculture. Et on va prendre du coup vos questions. Oui, je veux bien, parce que du coup, là, j'ai pas... Alors, il y avait d'abord une question pour Sonia. Pardon. Donc, comment on fait pour passer du JCP à un jachère et quel point dans les IAE? L'ICP, c'est la même chose que les prairies permanentes. Donc, même réponse. On casse le cycle de l'herbe par une culture. Alors, sur le deuxième pilier, est-ce que le plafond minimum de 300 € est toujours d'actualité pour les MAEC? Alors, à ce sujet, moi, j'ai pas... Myriam, tu as des infos là-dessus? Non. Non. À partir du moment où, pour le moment, j'ai pas d'instruction technique ni de mode opératoire, je ne sais pas plus. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas assez d'éléments pour répondre à cette question, puisqu'on n'a aucun mode opératoire ni instruction technique qui a été publié. Donc, on note la question et on répondra dès qu'on aura la réponse. Sur la conditionnalité, concernant la conditionnalité, quelles conséquences si retournement des prairies sensibles, suppression des aides? Alors oui, ça c'est un élément que je n'ai pas dit. Les prairies sensibles, ça fait partie du maintien des prairies permanentes. Les prairies sensibles, on n'est pas censé les retourner. Donc, il y a une grille de conditionnalité qui n'est pas sortie à cette date, qui établira en fait la sanction prévue pour un retournement de prairies sensibles. Les prairies sensibles, elles sont identifiées sur Télépack en hachuré violet. Ouais, je suis en train de les faire défiler comme ça quand on répond aux autres oui. questions, elles défilent. Les MAEC bas carbone devront être mentionnés dans la déclaration PAC? Comme je le disais, ça pour l'instant, on sait pas. On n'a pas de communication à ce sujet, donc on ne peut pas vous répondre aujourd'hui, mais dès qu'on peut, on le fait. De toute façon, les MAEC se contractualisent lors de la télédéclaration PAC. Donc oui, il faudra de toute façon, si la MAEC bas carbone existe, mais là aujourd'hui on n'a pas de communication officielle en ce sens, il faudra de toute façon les contractualiser alors on n'a pas vu la nouvelle version de Télépack, elle est en plein changement, mais il faudra faire ces engagements à MAEC sur la cartographie spécifique MAEC bio de Télépack. Chambre d'agriculture. Va-t-elle assister les agriculteurs qui ont la PAC avec elle pour faire les photos sur smartphone suite au contrôle en satellite, gratuit ou payant?
Écoutez, on n'a pas encore, on n'a a priori pas les moyens pour avoir quelqu'un pour aller faire des photos. On ne sait pas en fait combien de personnes cela concernera, parce que la prise de photos, c'est vraiment le déroulé, dans le déroulé, le point ultime. Au cas où et l'intelligence artificielle et un opérateur de l'ASP n'a pas réussi à déterminer la nature du couvert. Donc, on espère qu'il n'y aura pas des photos à faire à tout bout de champ. Ceci dit, voilà, on est dans une structure de service, donc on aidera les agriculteurs. Je ne peux pas vous donner une modalité, mais on accompagnera les agriculteurs, c'est évident. Est-ce qu'une note sera produite par le ministère pour compléter la phrase des moins de 100% bio avant la déclaration PAC 2023? Oui, mais on attend encore beaucoup donc, le PSN, le plan stratégique national, a défini tout le cadre de la PAC qu'on vous présente aujourd'hui. Il manque ensuite un certain nombre de décrets d'application, de réglementation. Et donc, bien évidemment qu'on les attend avant le 1er avril, puisqu'il faut être prêt pour accompagner les agriculteurs et pour pouvoir donner les bons conseils. Donc, tout ça sera mis en ligne et sur le site de la Chambre d'agriculture et sur celui du ministère. On va remettre après les adresses. Dans le futur régime de sanctions, existera-t-il la notion de répétition et donc de sanctions cumulées et progressives? Alors, à ce titre-là, les grilles conditionnalités ne sont pas sorties. Donc, je ne peux pas, ni la DDTM, vous en dire plus sur les grilles de sanctions. Elles ont en tout cas, la conditionnalité a une incidence sur l'ensemble des aides PAC perçues. Je peux avoir une mauvaise utilisation des produits phyto et donc avoir 10% de perte, mais de toutes les aides PAC, y compris les aides bovines. Ça, c'est sûr. Après, la répétitivité, etc. La répétitivité était peut-être inclue dans la faute intentionnelle aujourd'hui qui faisait que c'était le taux maximum de pénalité qui était appliqué. Mais là, il faut attendre la sortie des grilles. Hein. OK. On est pile poil dans les temps. Donc, on a enregistré ce webinaire, on le mettra à disposition sur le site de la Chambre d'agriculture. Et on vous remercie.